Bonjour, rebonjour, bienvenue à ce webinaire sur un thème effectivement avec un titre assez particulier, parce qu'on va parler d'une histoire vraie, et on va parler du coup leadership. Qu'est-ce qui s'est caché derrière cette histoire et puis comment faire différemment pour progresser dans son leadership. Euh, alors, les animateurs du jour, donc moi-même, Olivier Leland, donc moi je suis coach agile chez Sowat, et avec une couleur assez marquée sur tout ce qui est management 3.0 et leadership, conférencier à mesure perdue et également co-organisateur de l'Agile France. Et je suis accompagné de mon acolyte Marco. Oui, bonjour. Donc moi je suis coach agile et coach professionnel et je viens co-animer ce webinaire avec mon ami Olivier. Et on a travaillé ensemble pour vous concocter ça. Alors, on va démarrer tout de suite en parlant d'une histoire. On va commencer cette conférence avec une petite histoire, l'histoire du SSL Faro. Donc le SSL Faro, c'est ce bateau, un énorme bateau conteneur de 245 mètres de long, qui, euh, qui a un équipage de 33 marins, donc assez expérimentés, et qui va livrer en fait des cargaisons entre Jacksonville en Floride et San Juan, qui est une petite île au nord de Cuba. L'équipage, il y a quelques nouvelles recrues quand même, et notamment le second officier qui est une femme. Donc c'est un peu nouveau dans l'équipage, et ça aura son importance un petit peu plus loin dans l'histoire. Il faut savoir c'est qu'il y a une forte concurrence aussi au sein de la compagnie maritime, et que du coup le capitaine a à cœur de faire ses preuves pour tenir les délais et pour respecter ses engagements. Il faut savoir c'est que c'est une histoire tragique et que la boîte noire de l'épave du bateau a été retrouvée. Et donc tous les extraits de conversation que vous allez pouvoir lire, en fait, sont issus des enregistrements audio et qui ont mené à un transcript de 511 pages qui a permis de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à bord du navire et comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Alors, on va démarrer l'histoire. Nous sommes le mardi 29 septembre 2015, donc vous voyez, c'était il y a moins de 5 ans, donc c'est une histoire qui est quand même très récente. Et il est 20h06. Nous sommes à Jacksonville, donc sur le port de Jacksonville, au nord de la Floride. Et le bateau, en fait, revient d'un voyage et s'apprête à enchaîner un second voyage pour repartir vers San Juan. Donc, vous avez la petite carte qui va permettre de comprendre un peu comment se situe l'histoire. Et il y a deux routes possibles pour aller à San Juan. Vous avez un trajet direct, une belle ligne droite, qui met, voilà, c'est le trajet le plus court, le plus simple, et une route ancienne qui passe en longeant le nord de Cuba, donc qui passe plus au sud, et qui met 6 heures de plus. Il y a deux points de décision clés qui sont donc au départ de Jacksonville et autour d'un petit point de passage qui s'appelle Rum Cay, où en fait on peut rebifurquer vers la route ancienne. Passer ces deux points de décision, on ne peut pas faire machine arrière, on doit continuer la route classique vers San Juan. El Faro lève l'ancre, c'est parti. À l'est de ces îles, il y a une tempête tropicale de saison qui est en train de se former, qui s'appelle Joaquin, et qui commence à prendre de l'ampleur, plus que la normale. C'est une tempête tropicale et qui va passer niveau 3, le 30 septembre. Donc, tempête niveau 3, ça veut dire que c'est la plus forte tempête enregistrée depuis 1866. Le bateau lève l'ancre donc et prend le large, et nous sommes alors à 600 miles de la tempête. Là, le capitaine, en fait, il va parler à son second officier et rassurer les marins en disant que voilà, on est OK, tout est bon, tout est sous contrôle, pas de souci, la décision est prise, moi j'ai l'habitude, on va prendre la direction directe Atlantique. Donc la route la plus rapide, mais aussi la moins sécure. Dans la journée, les marins commencent à montrer des signes d'inquiétude quand même, parce que c'est une tempête qui est assez forte. Les médias en parlent et le capitaine reste confiant. On est bon, ça devrait aller, il n'y a pas de souci, on y va. Et il va même railler les marins, en fait, qui eux essayent de dire bah, quand même, on aimerait bien passer par la vieille route, c'est pas grave. Et lui, il dit bah non, mais si on va changer de cap à chaque changement de météo, on n'a pas fini, donc business is business. On a l'habitude en plus, on y va. Le soir,
Donc là, le bateau, il est à mi-chemin. Il est à mi-chemin, il se dirige vers Romkey et la tempête prend de l'ampleur. La tempête va se transformer bientôt en ouragan. Le second officier, il fait le constat amer et triste que en fait, la tempête, contrairement aux autres tempêtes de saison, elle ne dévie pas vers le sud. Elle continue vers l'ouest, sa trajectoire. Donc, le bateau avance pleine balle vers la tempête. La tempête avance à fond vers le bateau. À 20h, le mercredi 30 septembre, nous sommes à 200 miles du centre de la tempête. Là, le capitaine va dire à son troisième officier, à son second officier, que lui, ok, il prend sa pause et donc c'est le tour du garde du troisième officier. Il va essayer d'être rassurant. Il va lui dire, écoute, je prends ma pause, mais par contre, je serai debout la plupart du temps de ton tour de garde. Si tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, vas-y, tu changes la direction du bateau tu me tiens au courant. Le troisième officier va répondre de manière très hésitante. Alors oui, les prédictions météo, les prévisions ne sont pas bonnes. Il y a du vent qui va être très rapide, qui dépasse plus de 180 km/h au centre. On s'en approche dangereusement. Je pourrais être plus spécifique, je pourrais, etc. Je pourrais. Il parle beaucoup au conditionnel, il est hésitant. Le capitaine va trancher net. On continue. À minuit, on arrive au point de décision numéro 2. Il est encore temps de bifurquer. Changement de garde du troisième officier au second officier. Discussion, donc, voilà, est-ce qu'on bifurque ou pas? Les deux seconds officiers, en fait, parlent de manière très amère avec le troisième officier et ils sont tous les deux résignés en disant que voilà, le capitaine ne va pas entendre notre discours et ça ne sert à rien de parler. Et donc, on laisse passer. Il est minuit. La situation à ce moment-là, c'est la suivante. Joaquin est devenu un ouragan de force 3 et il se rapproche très dangereusement du bateau et vice-versa. 1h du matin, donc quelques heures avant le naufrage, le second officier va essayer de challenger le capitaine. Il dit on pourrait se mettre à l'abri, on pourrait aller au sud pour rejoindre la vieille route et après arriver vers Saint-Juan avec 6 heures de plus. Je voulais juste vous prévenir. Et alors là, la conversation, en fait, il y a trop de bruit de fond, donc le transcript n'est pas encore n'est pas très parfait, mais en fait, on a l'idée de ce qui s'est dit. Hein. C'est un second officier qui lui aussi est extrêmement hésitant, qui a peur de parler, qui est une femme. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, le capitaine la remet à sa place et sous un air de ok, je suis confiant, tu peux parler. En fait, il instaure un jeu psychologique où il ne va pas en laisser en placer une à ce second officier qui essaye de le défendre, mais finalement, elle lâche l'affaire. Le capitaine dit on continue. On passe la tempête, la tempête va bifurquer, on ira à temps à Saint-Juan. 3h30, on est à peu près 3 à 4 heures avant le naufrage. Le mouvement de la tempête s'ajoute à la vitesse du vent. Là, on a un bateau qui commence à tanguer très sévèrement, qui est dévié de sa trajectoire par la marée, par les vagues, l'assaut des vagues. Et on parle d'un bateau qui fait plus de 33 000 tonnes, 245 mètres de long. Et pour faire dévier de sa trajectoire un mastodonte comme ça, il faut vraiment que la tempête soit énorme. L'équipage ne dit plus rien. Silence radio. Les gens constatent la tempête et qui commencent à être à la merci de la tempête. À 4h10, ils ne sont plus qu'à 30 miles de l'œil de l'ouragan. Le capitaine va alors sortir ses déclarations suivantes. Il n'y a aucun problème avec cette traversée. J'ai dormi comme un bébé. Et c'est une tempête classique. C'est un jour hivernal classique en Alaska. Rien d'anormal. Savoir, c'est que le capitaine, à ce moment-là, il vient de se lever de 8 heures de pause. Donc, il n'a pas du tout été accompagné, le troisième officier ni le second officier. Il a dormi 8 heures et là, il se réveille, il revient sur le pont. Ils sont à 30 miles de l'œil de l'ouragan et pour lui, tout va bien. À ce moment-là, les problèmes vont commencer à arriver. Le bateau va tanguer de plus de 15 degrés, donc il faut perdre le déchargement.
les moteurs vont commencer à prendre l'eau. Et à ce moment-là, en fait, le bateau ne pourra plus avancer. Il va perdre cette propulsion. Et ce qui fait qu'il sera littéralement à la merci des vagues. Et vers 7 heures du matin, le El Faro va lancer ses balises de détresse. Sans espoir. Les sauveteurs arriveront bien trop tard et ne repêcheront qu'un seul corps. Sur les 33 marins qui étaient à bord de ce bateau, un seul corps sera repêché, aucun survivant. On a pu récupérer les boîtes noires et avoir un transcript de 511 pages dans lequel en fait, on a analysé un petit peu le langage et le leadership sur les conversations entre le capitaine et son équipage. Et en 25 heures, le capitaine a fait 1203 déclarations et posé 165 questions. Et sur ces 165 questions, en fait, la plupart du temps, c'était des questions fermées, donc une affirmation binaire. Je réponds à ma propre question. Par exemple, c'est bon, on reste sur cette trajectoire-là, n'est-ce pas? Voilà, là, il pose une question fermée, il répond par lui-même à la question. En fait. Donc, la plupart des questions qu'il va poser, c'est dans ce sens-là, qui n'invite pas du tout à la discussion. Et le pire arrive. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On est en 2015 quand même, on en a de la littérature, on en a des choses, des connaissances sur le leadership, sur le management, tout ça. Comment est-ce qu'on fait on en a pu en arriver là, avec les technologies d'aujourd'hui pourtant? Là, l'épave que vous voyez, c'est l'épave qui est modélisée en 3D, hein, de l'épave, qui gît par 3500 mètres de fond aujourd'hui. Alors effectivement, comment on en est arrivé là? Alors, il faut savoir que nos leaders, en particulier ce capitaine, sont ancrés dans des vieux paradigmes, des vieux mécanismes qui datent depuis au moins l'âge industriel. Alors, pour eux, il y a en fait deux types de travaux. Il y a ceux qui vont exécuter, qui vont s'engager dans des scénarios préétablis, qui vont exécuter différentes actions. Et puis, il y a ceux qui vont réfléchir, qui vont penser ces scénarios établis. Et puis, ces personnes, en fait, vont rester cantonnées dans ces deux styles. Il y a une barrière forte entre ces deux façons de voir les choses et ces deux façons de travailler. Alors, ce qui est intéressant de noter parmi ces populations, c'est qu'on va avoir finalement deux langages très très différents, avec des intentions également qui sont différentes et des fois qui sont antagonistes. Le red work, donc les exécutants, hein, ils vont vouloir éviter la variabilité. Contrairement à ceux qui vont réfléchir, le blue work, qui vont au contraire, eux, ok, accueillir la variabilité, essayer d'explorer. Et puis ainsi de suite, le red work va vouloir prouver, le blue work améliorer, faire contre décider. On va vouloir chercher l'homogénéité pour le red work plutôt que l'hétérogénéité pour le blue work. On va avoir des gens qui vont être dans la création pour le blue work contre être conciliant pour le red work. Donc, vous voyez des éléments de langage qui ont des champs sémantiques différents. Le blue work, par exemple, c'est OK, on va poser des questions. Comment vois-tu ceci? À quel point est-on prêt pour ça? Que pouvons-nous faire mieux? Qu'avons-nous appris? Contrairement au red work, qui va être plutôt terminer ceci. Avec le marché, finançons-en. Est-ce qu'on est dans les temps? Alors finalement, avec ces deux langages différents, on va avoir aussi deux clivages différents, enfin un clivage, deux mindsets différents. On va avoir le mindset improve and learn, avec des questions comme comment est-ce que j'aurais pu faire encore mieux, qu'avons-nous appris, des éléments de langage, versus le red work, donc le mindset prove, perform, protect, le be good, avec des éléments de langage de type je l'ai fait, on doit montrer qu'on peut le faire, c'est pas moi. Puis finalement, vous voyez, c'est deux cultures différentes qui vont s'inscrire. Et c'est intéressant parce qu'il y a des études qui montrent en plus que ces cultures passent d'une génération à l'autre, d'une population à l'autre. C'est assez, waouh, c'est assez fort. Moi, je me souviens par exemple d'un collègue au lycée qui était tchèque, qui était fils de mineur. Et il était en France, au lycée, du travail intellectuel. Et il était moqué par son autre culture finalement. Alors, un petit takeaway avant de continuer, le TLC, le partage du temps de parole,
c'est un outil très très puissant. C'est un nombre entre 0 et 1 qui va représenter l'inégalité du temps de parole lors d'une conversation, quelque chose d'observable. Et finalement, ça va être un indicateur de celui qui a le pouvoir dans un groupe. Par exemple, basé sur le transcript, vous voyez dans le tableau, on a un équipier, un membre de l'équipage simple. Dans la première équipe, il va parler 3% de son temps, contre 57% pour le capitaine, 39% pour l'officier, et puis ainsi de suite. Souvent, c'est des choses qui révèlent notamment les questions fermées, les questions auxquelles on va répondre soi-même, dont parlait Olivier juste dans l'histoire précédente. Donc un outil très 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 fort. Alors, ce leadership, ce capitaine, finalement, c'est un capitaine qui va utiliser un ancien playbook. Un ancien playbook qui date de l'âge industriel. 6 playbooks, okay, pour cet âge industriel, pour ce leadership des anciens temps. Obéir à l'horloge, se contraindre, obtempérer, obéir, continuer, prouver, se conformer d'un point de vue culturel, les règles, un ancien playbook. Alors aujourd'hui, on est dans un monde moderne qui a changé. Alors j'aime beaucoup cette petite citation de Peter Drucker. If you want something new, you have to stop doing something old. Et donc, il faut un nouveau playbook pour ce nouveau monde. Ce monde qui est, on dit VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Et on va remplacer chacun de ces concepts par d'autres concepts. Obey the clock, on va contrôler l'horloge. Plutôt que de se contraindre, on va collaborer. Plutôt que d'obtempérer, on va s'engager sur des choses. Plutôt que continuer, on va compléter le travail en cours. Plutôt que prouver, on va s'améliorer. Plutôt que se conformer, on va se connecter. Donc, tous ces playbooks en fait, vont permettre un nouveau style de leadership. Tout à fait. En fait, on a essayé de représenter ça visuellement. Finalement, en fait, le red work et blue work, en fait, c'est pas des visions finalement antagonistes. En fait, il faut avoir ces deux visions-là. Être dans l'action, red work, et aussi être dans la réflexion, blue work. Et en fait, ces 6 principes vont s'articuler autour d'un cycle qui va alterner justement ces deux façons de voir le travail, quoi. Et donc, on va voir là maintenant la suite du webinaire. On va rentrer dans le détail de chacun de ces six principes et de voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer et à quoi ça ressemble aussi au niveau du langage, de comment est-ce qu'on parle. Alors, le premier playbook, control the clock, contrôler l'horloge. Alors, quatre clés pour contrôler l'horloge. La première, c'est rendre la pause possible. Tout simplement en déclarant. Alors, petit élément de langage, hein, la pause, c'est pas prendre le café, c'est on va rentrer dans une étape de travail, on va réfléchir, de réflexion, et on va sortir de l'étape, on est dans l'action et dans l'exécution d'un scénario. Donc cette pause, il faut la rendre possible, et souvent, on va tout simplement dire ok, il est possible de s'arrêter et de réfléchir, de partager cette information avec les gens avec qui on travaille. Si on a une relation avec des subalternes, souvent le responsable hiérarchique va dire « Ok, si jamais il y a besoin, on s'arrête, on réfléchit ensemble, on prend du recul. » Dans les mécanismes d'industrie, ça peut être tout simplement la fameuse hand-on cord de Toyota. Il y a un mécanisme qui est mis en place pour rendre une pause possible. Cette pause-là aussi, deuxième clé, c'est donner un nom de code à cette pause pour que dans le langage, on puisse dire ok, on fait la pause. Typiquement, moi j'ai une équipe agile qui, quand on voulait faire une rétrospective, disait bon, on fait la balle. Et la balle, c'était le nom de code pour s'arrêter et réfléchir. Donc, donner un nom de code, signaler une pause, très très important. Troisième clé, c'est lancer la pause. Il faut être capable de la lancer, être dans ce mouvement-là. Et puis la dernière étape, c'est pouvoir planifier cette pause-là. Très très important. En termes d'éléments de langage, plutôt que de obéir à l'horloge, donc avec on va passer à travers la tempête, c'est bon, on en a vu d'autres.
on est dans un time box très précis. On va plutôt se dire, OK, je suis inquiet à propos de la tempête. On va avancer comme ça, mais on réévaluera cette décision à midi, au Daily Bridge Pause. J'aimerais connaître les conditions météo à 11h30 en soutien de cette décision. Donc là, on est beaucoup plus dans le contrôle et puis on va se sourcer avec des faits. Donc, vraiment différent, très très important ce playbook. Alors, ensuite, une fois qu'on est passé donc, du red work au blue work, et ben dans le blue work, en fait, là, on est dans la collaboration. Encore quatre petits tips pour collaborer efficacement. Donc, le premier, c'est quelque chose qui est assez connu de la communauté agile, hein, c'est voter, puis discuter. Donc, on vote tous en même temps pour éviter les biais les biais cognitifs, en fait, les biais de confirmation, etc. Par exemple, dans le planning poker, chacun choisit face cachée et au moment où tout le monde a choisi sa carte, tout le monde la discute et c'est ce qui évite en fait aux gens d'être influencés par les choix d'autres. Deuxième point, c'est curiosité. Et donc, c'est cultiver de la curiosité si dans la collaboration, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire par là. Plutôt que de voir ça comme une contrainte, essayez de voir ça comme une curiosité, voir qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ça. Pourquoi est-ce qu'il pense différemment? Est-ce qu'il y a quelque chose que moi j'ai loupé? Donc, du coup, avoir un état d'esprit curieux. Et troisième point, du coup, c'est la suite, c'est plutôt que d'obtenir le consensus, c'est inviter à contester, quoi. C'est être OK, accepter la contestation, accepter les avis divergents pour pouvoir, du coup, réfléchir, faire émerger de nouvelles idées. Et le dernier point, donner des informations plutôt que des instructions. Là, il y a un exemple concret. À gauche, vous avez des instructions. Donc, par exemple, garez-vous ici, vas-y, soumets ta proposition, rajoute ces user stories dans le backlog, revérifie ces chiffres. Et si on donnait en fait des informations, bah, ce serait plutôt quelque chose de la forme tiens, il y a une place disponible ici. Après, je donne juste l'information et je responsabilise la personne. C'est elle maintenant qui a le choix de dire ok, je prends cette place ou je ne la prends pas. Pareil, vas-y, soumets ta proposition. Là, je pourrais dire bah, ok, je ne, il n'y a rien à changer. Dans ce que j'ai lu de ta proposition, il n'y a rien à changer. Donc après, c'est à toi. Fais ton choix si tu veux soumettre ta proposition, ton idée ou autre. Mais c'est ton choix. Pareil, rajoute ces user stories. Ce serait ah ben voilà, le client et le product owner se sont accordés sur ces nouvelles user stories à prioriser. Maintenant, voilà, je donne l'information. Libre à toi d'en faire ce que tu veux. Revérifie ces chiffres dans un contexte. Bah voilà, ces chiffres sont super importants. Ces métriques sont très importantes pour nous. De ce que moi j'en ai vu, il y a des choses qui me paraissent un peu dissonantes. Voilà mon avis. Maintenant, je te laisse la balle est dans ton camp. À toi de prendre la décision. Et ça invite à la responsabilisation. Donc, donner des informations plutôt que des instructions. Alors après avoir été dans le blue work, on va pas rebasculer dans le red work, se mettre en action. Et pour ça, on va s'engager. On va amener les gens à s'engager. Quatre mouvements. Le premier, c'est s'engager à apprendre. On veut que les gens soient conscients, qu'ils soient en mode OK, il va se passer des choses, je vais faire des choses et je vais être conscient de les faire. Et une façon d'avoir un haut niveau de conscience, c'est s'engager à apprendre et pas seulement à faire. Je vais faire les choses et je vais apprendre, je vais en tirer des leçons. Très, très important. La deuxième mouvement, c'est s'engager sur des actions et pas des croyances. On va pas, je suis capitaine d'un bateau, je vais pas m'engager à faire, allez, hop, je vais arriver à San Juan. Non, je vais m'engager à bien naviguer, à bien manœuvrer ce bateau et à faire des actions. Le troisième mouvement, c'est s'engager sur des incréments, des choses qu'on connaît beaucoup les agilistes, en des petits incréments, découper le travail. Ensuite, le quatrième mouvement, eh bien, on s'engage, mais on s'engage suite à un choix. Souvent, on a des faits, des remontées d'informations, et il faut faire un choix et s'engager sur ce choix-là. Alors, un bon pattern pour le faire, c'est d'avoir une séparation entre le decision maker, celui qui va opérer la décision, et le décision évaluateur, quelqu'un qui va être un peu plus capé, qui va pouvoir donner un avis
un peu plus éclairé. Le fait d'avoir cette séparation-là, ça va permettre aussi ce qu'on dit, des biais je vais arriver, à éviter de rentrer dans des biais d'exécution et des biais de pouvoir. Donc, très, très important. Les éléments de langage typiques, c'est éviter le « je peux le faire » qui est dans le champ des possibles, dans l'imaginaire, et le transformer en « je vais le faire ». Très, très fort, ça. Le deuxième élément aussi, c'est dans le langage, c'est quand on fait preuve de curiosité. En posant des questions, on va plutôt dire « qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous apprendre ? Comment pourrions-nous tester cette idée rapidement ?» Plutôt que « ah, on m'a dit de faire comme ça ». Donc là, on tombe dans le domaine de la croyance. C'est à éviter absolument. Un troisième élément de langage exemple, c'est voilà, on va se projeter, on va se dire tiens, j'ai l'intention de lancer la prochaine phase du projet. Nous ferons une rétrospective dans 10 jours. Il y a un control the clock ici, en plus, qui vient favoriser cet engagement-là. Alors, quatrième principe, c'est une fois qu'on est dans le red work, on peut en ressortir à nouveau, c'est compléter le travail. Et donc, compléter le travail, il y a quatre petits tips. Hein. Le premier, qui rebondit sur l'engagement, c'est découper le travail, hein, faire des petits incréments. Et l'idée d'avoir beaucoup de tâches complétées au plus tôt et quelques tâches complétées plus tardivement. Donc ça, pareil, les agilistes connaissent très bien ce principe. Autre point, c'est célébrer. Célébrer, et on ne célèbre pas pour quelqu'un juste les caractéristiques ou l'objectif. On va célébrer en fait avec les gens. On célèbre ensemble. Et on va célébrer non pas donc les caractéristiques, mais les comportements. Et non pas la destination, l'objectif, mais le chemin. Comment on a été. Et alors, dans les comportements, célébrer les comportements et les caractéristiques, on a un exemple concret avec ce qu'on appelle le growth mindset de Carol Dweck, où des études psychologiques ont montré qu'en fait, les enfants, quand on célébrait non pas tu as réussi ce test, mais c'est bien, tu as été attentif, tu as travaillé, tu as appris. En fait, si on célèbre le comportement, l'enfant va naturellement se développer et aller beaucoup plus loin et progresser davantage à l'école. Pareil, célébrer le chemin plutôt que la destination. Là, il y a eu des études psychologiques sur des jeunes diplômés. En fait, il y a eu deux groupes. Donc, un groupe, en fait, on les aidait à se fixer des objectifs, okay, à atteindre un objectif. Et l'autre groupe, on s'intéressait, une fois que l'objectif était décidé rapidement, on s'intéressait beaucoup plus à, OK, comment tu vas faire pour atteindre ton objectif? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour atteindre cet objectif? Et ce deuxième groupe, en fait, une fois que l'objectif était atteint, ils ont continué cette routine. Alors que le premier groupe, qui se sont concentrés uniquement sur l'objectif et pas le moyen, le comportement pour y arriver, une fois que l'objectif était atteint, ils ont arrêté le comportement. Et ça, en fait, vous le retrouvez dans la vie de tous les jours. Et on dit tout le temps, ouais, il faut changer, tout ça. Le changement, il y a quelque chose de très important à comprendre dans le changement, c'est que en fait, ça intervient pour qu'il y ait un changement s'opère, il faut trois composantes. Donc, il faut l'antécédent, donc la situation d'avant, le comportement, le nouveau comportement, et les conséquences. Et dans les conséquences, en fait, il y a trois caractéristiques des conséquences. Pour qu'un changement s'opère chez quelqu'un, il faut que la conséquence du changement soit immédiate, il faut qu'elle soit certaine et positive. Et si je prends l'exemple de quelqu'un qui veut arrêter de fumer, on va se rendre compte très vite que finalement, la conséquence immédiate de l'arrêter de fumer, c'est quoi? C'est générer du stress, c'est générer un manque. Donc, est-ce que c'est positif? Non, c'est pas positif. Et est-ce que du coup, on est certain de réussir à avoir un changement bénéfique? Non. Donc, c'est pour ça que arrêter de fumer, entre autres, c'est extrêmement difficile pour certains parce que voilà, ça implique des caractéristiques de conséquences qui ne sont pas du tout immédiates, certaines et positives. Concrètement, dans le langage, en fait, on va retrouver ça. Hein, donc je vais te donner quelques éléments. Plutôt que de dire bon travail, je suis très fier de toi. Donc là, on célèbre juste le résultat.
Là, c'est un merci d'avoir fait ça. Donc là, on donne un merci, parce que on dit qu'il y a eu un impact. Quand on dit bravo, on ne sait pas quel est l'impact sur soi. Quand on dit merci, la personne à qui on dit merci, elle sait que ce qu'elle a fait a eu un impact sur nous. Et c'est beaucoup plus puissant. Célébrer, à gauche, on va célébrer la caractéristique. Tu as fait preuve d'un grand leadership en menant ton équipe à livrer dans les temps. À droite, on va célébrer le comportement. J'ai vu que tu as coordonné ton équipe pour livrer dans les temps. Cela me paraît être un processus de livraison carré. À gauche, tu es un expert dans la résolution de problèmes, ou avec les enfants, c'est ah, bravo, tu es très intelligent. À droite, on va dire ben non, tu as travaillé dur pour résoudre ce problème. Et là, on célèbre le comportement. Et ça marche donc avec les enfants aussi, ça marche très très bien. Voilà pour le quatrième principe. Le cinquième. Le cinquième, alors le improve. Alors, un principe très moteur. 4 points. Le premier, c'est le langage. Il va falloir faire attention à cet élément de langage. On est dans du blue work et on veut absolument être dans le get better plutôt que dans le be good. Le be good qui est du red work. Donc, il faut être il faut faire attention et être attentif aux éléments de langage. Et notamment, deuxième point, avoir un langage orienté vers le futur et non vers le passé pour éviter de tomber dans des biais de type « Ah, c'est moi la victime » et s'auto-flageller. C'est une possibilité. Orienté futur, être tourné vers les autres et non centré sur soi pour nous aider à explorer toutes les possibilités et les autres façons de devenir meilleur. Et puis, quatrième point, le côté être bienveillant avec les gens et dur avec les problèmes, donc être centré sur les process et pas sur les personnes. Des éléments de langage assez clairs. Dans le be good, souvent, on va dire « je n'ai rien fait de mal ». Le get better, c'est plutôt « comment vois-tu ceci ?» On va poser des questions. Le get better aussi, on a le côté curiosité. Comment pourrions-nous faire ceci différemment? Comment pourrions-nous voir les choses différemment? Plutôt que on a fait du mieux qu'on pouvait et puis on a toujours fait ça. Des éléments du côté croyance. On va être aussi dans le get better, dans l'excellence. On va dire, visons l'excellence plutôt que, ok, on va éviter les erreurs là, ça fait du mal. Donc, vous voyez deux états d'esprit et des éléments de langage qui sont complètement différents, qui changent et qui ouvrent les perspectives. Alors, une phrase qui est superbe à utiliser pour les gens qui débutent en rétrospective et qui permettent effectivement de séparer nettement le be good du get better, c'est la directive première de la rétrospective. Je vais vous la lire, elle est vraiment formidable. C'est indépendant de ce que nous découvrons, nous comprenons et nous croyons sincèrement que chacun a fait du mieux qu'il pouvait, compte tenu de ce qu'il savait à l'époque, de ses compétences et de ses prérogatives, des ressources disponibles et de la situation du moment. Cette phrase, elle permet vraiment de désamorcer des conflits, le côté on va regarder dans le passé. Elle permet de nous projeter vers l'avant. Alors, je vous invite, pour ceux qui ont fait des rétrospectives, et pas mal en fait, à moyen terme, c'est d'utiliser ce format. Essayer de splitter les choses qui sont du domaine du red work et du blue work. Donc, premier élément, ok, en blue work, une décision. Elle a été prise par qui? Comment a été prise cette décision-là? Et puis hop, on va noter en rouge action plus le rôle. Ça va vous permettre vraiment de voir si vous avez une bonne alternance entre blue work et red work. Combien d'équipes accompagnées, on voit que du rouge, que du bleu. Non, arrêtez les gens. Donc, à tenter, un takeaway. Alors, le sixième et dernier principe, c'est la connexion, en fait. Et c'est un principe, en fait, qui englobe un peu, qui permet d'activer les 5 autres. Et là, il y a pareil, il y a quelques tips. Le premier tip, c'est réduire le power gradient. Alors, le power gradient, c'est quoi? C'est une notion, en fait, qui symbolise la distance sociale entre des leaders et des collaborateurs. Entre des managers, des patrons et des collaborateurs. Et donc, l'idée, c'est de se mettre en tant que, si on est quelqu'un avec une position hiérarchique très forte, l'idée, c'est de se mettre au niveau des gens à qui on parle et d'éviter ce biais justement de supériorité et d'influence massive, en fait. Donc, réduire le power gradient. Ça passe par mettre les personnes à l'aise, admettre
que l'on ne sait pas. Donc, on n'est pas la personne qui sait « Monsieur, je sais tout ». On admet qu'on ne sait pas et faire confiance. Donc, deuxième point, c'est admettre qu'on ne sait pas. Troisième point, c'est être vulnérable. Être vulnérable dans le sens où, OK, on ne peut pas tout maîtriser. Et si on a des émotions, si on est inquiet, il faut le dire. Comme dans l'histoire du bateau, justement, le capitaine, à aucun moment, il dit qu'il a peur ou quoi que ce soit, quoi. Alors que peut-être il avait peur, et peut-être qu'à la fin, quand ils étaient à 30 miles de l'ouragan, de l'œil de l'ouragan, peut-être qu'en fait, il avait peur, mais il n'osait pas le dire, il faisait la personne invulnérable et au contraire l'homme fort, quoi. Et là, c'est plus le cas aujourd'hui, il faut montrer ses émotions. Et le dernier point, c'est faire confiance. C'est faire confiance, connecter les gens. Si vous voulez que les gens se responsabilisent, si vous voulez que les gens s'ouvrent, en fait, et qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe, il faut d'abord faire confiance avant de tout contrôler. Concrètement, dans le langage, effectivement, dans le langage plutôt old school, on va dire, j'ai besoin que tu prennes une décision. Là, dans ce nouveau paradigme, on va dire, nous devons décider de ça. C'est nous. C'est pas j'ai besoin que tu, c'est nous. Appliquer aux enfants, ça peut marcher aussi. Si tu ne fais pas tes lacets, alors ça, je l'ai appliqué. Hein, c'est effectivement, si tu ne fais pas tes lacets, tu ne sortiras pas. Ça ne marche pas. Et par contre, mettons tes chaussures pour que nous y allions, où nous allons nous promener, etc. Là, ça engage. On fait ça ensemble. C'est pas je t'impose ton activité, c'est faisons une activité ensemble. Tu as bâclé ce rapport, ou un peu moins pire, ce rapport est mal écrit, et ben on va passer dans la pure observation. J'ai remarqué 3 fautes de frappe dans le rapport. Et là, encore une fois, voilà, je ne te juge pas, je contente juste de juger le produit. Et tu dois redoubler d'efforts et réussir. Donc là, c'est pareil, on est dans le jugement de valeur et dans l'imposition. On ne donne pas le choix, tu n'as pas le choix, tu dois réussir. Là, c'est plutôt j'ai vu le ratio de deal conclu, les chiffres sont identiques au trimestre de l'an dernier. Donc pareil, voilà, on donne une information factuelle libre à la personne de prendre des décisions et de s'engager. Donc voilà pour la connexion. Alors, on va, avec tout ça maintenant, avec ces 6 principes de leadership, on va essayer de réécrire l'histoire et de trouver une fin alternative à ce récit tragique. Et voir comment ça aurait pu se passer si les capitaines avaient appliqué ces nouveaux principes de leadership. Alors, on va faire un timeline et on va faire l'exercice que Marco vous a montré avec la rétrospective entre Blue Work et Red Work. Yes. Alors, une première étape, ça aurait pu être, voilà, on est encore au port de Jacksonville et le capitaine va utiliser le connect et la réduction du power gradient. Il va tout simplement passer en vue son équipage. Il va voir le nouvel équipier, cette jeune femme de 34 ans. Il va saluer sa jeunesse. Il va l'inviter à parler, à discuter. Et quand elle a des points de vue différents, il faut qu'elle s'exprime. Il va autoriser également ses équipiers à une pause pour réfléchir. Et puis, il va les inviter tous à collaborer. Décision du capitaine, elle est matérialisée. Ensuite, en termes d'action, tout le monde au travail, en direct sur la route atlantique. Et puis là, un événement arrive, Joachim devient un ouragan force 3. Les principes appliqués, control the clock, collaborate et commit. Une réunion, 6h15 du matin. OK. On prend des décisions, Fist of Five. On s'invite au dialogue. Et puis, il y a une pré-planification. Le capitaine, il se dit, tiens, j'ai quand même envie de voir où est-ce qu'il va ce bateau. Est-ce qu'il va tenir un petit peu par gros temps? Le mois prochain, on a un nouveau trajet dans une autre mer un peu plus difficile. On va voir ce qu'il a et le phare sous le moteur. Et bim, OK, on est parti vers de l'apprentissage. Et donc, décision du capitaine, on continue jusqu'à l'île Rumkey. On va pouvoir descendre vers le sud et se mettre à l'abri. Et puis, le plan est approuvé par l'équipage. Action, bim. Le second lieutenant, cette jeune femme, elle va rentrer dans de la surveillance météo. Ensuite, à minuit, oh là là, donc on va établir les principes. On va les activer, collaborate et commit. Il y a un meeting de décision qui commence. Vitesse du vent augmentée, c'est des faits. Le bateau est malmené, il n'y a plus d'option pour naviguer en sécurité. Et là,
il va y avoir une décision qui est collégiale. On prend la route au sud de l'île de Rumkey. Ok, on se prend un délai de 6 heures. Mais bon, au moins, on va naviguer en sécurité. Et la proposition entérinée par le capitaine. Action, tout le monde au travail sur la route Rumkey. Et ensuite, le lendemain, le vendredi, 9 heures, on arrive à Saint-Juan. Le bateau a 6 heures de retard, mais l'équipage est en vie. Vous voyez, c'est une façon aussi de rythmer la vie d'un équipage, l'action et les activités d'une équipe. Voilà. Alors, vous voyez, en fait, ce rythme, effectivement, entre Red Work et Blue Work, bah, ça doit faire écho à tous les agilistes, hein, justement, quand on met en place du Scrum ou même des méthodes agiles, quelles qu'elles soient. En fait, il y a toujours cette alternance entre Red Work et Blue Work pour justement être dans la capacité à s'adapter, dans la capacité à corriger une trajectoire et à toujours être le plus efficace possible. Et donc voilà, ce leadership moderne, en fait, bah, du coup, pour résumer, ça a 6 principes qui vont rythmer un équilibre entre action et réflexion. Et alors, ce qui est très important, c'est que le mindset, ça influe énormément sur notre perception du monde. Et pour changer cette perception du monde, bah, il va falloir travailler sur son langage, la tournure des questions et les affirmations. Ils sont le point de départ, la clé vraiment pour implémenter chacun de ces 6 principes. Là, on vous a mis un petit takeaway pour vous partager le support. Du coup, vous aurez un petit takeaway, une petite photo, snapshot de l'essentiel de ce qu'on a vu. Et ben voilà, cette fois-ci, on se termine sur un happy end, quand même, en espérant que du coup, ces petites notions de langage puissent vous être très utiles dans le pro, mais aussi dans le perso. Voilà, merci beaucoup. Alors, on peut regarder les quelques questions pour ceux qui ont encore un peu de temps. Oui, effectivement, dans le chat, il y a eu pas mal de discussions autour du fait qu'on agisse sur les processus ou sur les personnes. En gros, les discussions dans le chat disaient qu'il fallait être ferme et intransigeant avec les processus et plutôt bienveillant avec les personnes. Exactement. Il y avait une citation de Thierry Marx que j'aime beaucoup qui disait moi, dans mes restaurants, je suis dur avec les faits et bienveillant avec les gens. C'est-à-dire, s'il y a un plat qui a été raté, ben, on ne va pas se cacher la face, on ne va pas se voler la face, on va dire ok, ben là c'est raté. Mais qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu vas faire pour que la prochaine fois tu réussisses, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment centré sur le process, on blâme le process avant tout. Et bon, après, bien sûr, il y a toujours des cas aux limites, mais là, dans la majeure partie des cas, on fait confiance aux gens et on considère que c'est le process qui n'était pas clair ou qui n'était pas maîtrisé et qu'on va essayer d'améliorer avant tout. Oui, c'est clair. On est dans un état d'esprit qui est tourné autour du gros. Donc voilà, on apprend, on est en croissance et on peut s'améliorer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et est-ce que, donc là, on a une demande de Rémi qui demande si on a des lectures, des documents, des ressources documentaires, on va dire, pour approfondir le sujet. Alors oui, déjà, il y a en fait, cette conférence-là, on l'a faite d'après la lecture de l'ouvrage de David Marquet, qui s'appelle Leadership is Language. C'est un tout nouveau livre qui est sorti il y a 2 mois et qui est écrit par David Marquet, qui a été très connu pour avoir écrit l'ouvrage Turn the Ship Around, avec l'histoire d'un sous-marin nucléaire en fait, dont il prend le commandement alors qu'en fait, il a été formé sur un autre sous-marin et que du coup, il a 6 mois pour faire ses preuves, sachant qu'il faut 1 an pour maîtriser un sous-marin. Et donc, il explique dans son ouvrage comment est-ce qu'il a inversé toute la pyramide de commandement de son navire pour responsabiliser et donner du leadership à tous les niveaux. Et donc ça, voilà, ça c'est la suite où il parle du leadership, mais beaucoup plus orienté sur le langage et puis essayer de comparer avec des histoires tragiques aussi. Hein. Dans le livre, on parle beaucoup de l'histoire d'El Faro, mais il y a aussi d'autres anecdotes qui sont très parlantes et plus ou moins tragiques. Il n'y a pas que d'histoires tragiques, mais voilà, qui sont très percutantes pour comprendre l'impact du leadership sur les gens. Donc voilà, Leadership is Language, qu'on vous recommande chaleureusement. Tout à fait. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, il y a eu beaucoup de remerciements dans le chat également, donc merci à vous deux, chers animateurs.
Mais écoutez, merci, merci tout le monde. Bah oui, merci à vous. Églantine nous demande à quand la prochaine conférence? Ah, Bah, on en parle avec Olivier. ouais. Euh, il y a des choses certainement en préparation. Euh, on vous tient au courant. En tout cas, on espère très très vite. En tout cas, dès qu'on programme un nouveau webinaire, on le publie sur nos pages LinkedIn et Twitter. Donc, surveillez un peu les réseaux et vous verrez passer l'info. Ouais. Alors, là, je vois une remarque très intéressante de LinkedIn sur ça dépend de l'équipe dans laquelle tu tombes et ça dépend du mindset que chacun peut avoir. En fait, là, l'idée, c'est quand on se met dans le growth mindset, en fait, c'est un changement vraiment de vision. Et vu que c'est un changement, bah, ça prend du temps. En fait, ça prend du temps, mais je pense que chacun est à un niveau différent du chemin. Il y en a qui vont avoir beaucoup plus de chemin à parcourir, donc ça va être plus long, plus laborieux. Et il y en a d'autres, ça va être un déclic très rapide. Donc ça dépend vraiment des gens. Mais je pense sincèrement que tout le monde peut avancer et et après, ça dépend de l'énergie qu'on peut y mettre et qu'on est prêt à mettre pour aider les personnes. Mais l'exemplarité, franchement, c'est clé. Et le langage qu'on utilise au quotidien. Et c'est au début, la première étape, c'est d'avoir la prise de conscience de comment est-ce qu'on parle. Est-ce que vous dites déjà je peux le faire, je vais le faire. Est-ce que vous dites oui mais, est-ce que vous dites oui et dans une discussion. Ça, c'est juste des micro-éléments de langage sur lesquels vous pouvez déjà travailler et qui vont commencer après à faire écho dans vos équipes. Alors, justement, en rapport à ça, on a une remarque de LinkedIn qui nous dit que l'approche est très intéressante et très belle en théorie, mais après, ça dépend beaucoup de l'équipe dans laquelle tu tombes. Oui, tout à fait. Alors, Des- oui, c'est vrai. On travaille avec des gens, des équipiers, et on a des divergences d'opinion. En général, quand on commence à appliquer ce type d'outils, on a des victoires, entre guillemets, rapides parce qu'on rentre, on se connecte aux gens, on comprend un peu plus leurs opinions. Euh, Après, si tu tombes dans des environnements qui sont anxiogènes, ça, c'est un autre sujet. Euh, Après, en fonction de notre sensibilité, c'est vrai, ça peut être difficile et ça peut piquer. Mais bon, j'ai envie de dire, des fois, il faut mettre le casque à pointe et montrer l'exemple. Euh, voilà. Il faut s'accrocher, courage et se mettre en mindset improve and learn. Hmm. Alors, j'ai une question de Patrick. Est-ce qu'il y a un effet domino qui part du capitaine qui avait un intérêt personnel à prendre la route la plus courte, sans même écouter son équipe? Alors, en fait, dans le contexte, c'est que ils avaient 3 navires et à la fin, il devait n'y en avoir que 2. Et donc, les 3 navires les 3 cargos étaient un petit peu en compétition. Et bah, c'était un peu aussi l'intérêt du collectif hein, de se dire il faut qu'on puisse réussir, sinon on n'aura pas accès. Le SSL Faro était un vieux navire, il avait plus de 40 ans. Et donc il fallait quand même prouver qu'il était encore capable de faire ça, sinon on mettait 33 personnes au chômage. Donc il y avait ça aussi qui pesait dans la balance. Mais par contre, avec tous les biais cognitifs qu'il y a eu dans le langage utilisé, et ben en fait, ce qui est très frappant dans l'histoire, en fait, c'est outre les intérêts personnels ou collectifs, c'est l'aspect résignation de l'équipage. L'équipage s'est résigné et à la fin ne voulait même plus parler, alors qu'ils savaient qu'ils allaient droit dans la tempête et que ça allait être quasiment vers la mort, qu'ils allaient vers la mort assurée. Quoi. Donc, la résignation est un élément très, très fort. Quoi. Alors, une question qui est très intéressante de la part de Rémi, autour des anglicismes qu'on utilise Oui, beaucoup, et en fait qui dit que si on doit faire attention au langage, quid de tous ces termes anglais dont on maîtrise pas forcément dont on n'a pas forcément toujours les mêmes définitions. c'est vrai notamment mindset, effectivement. Toujours l'habitude de parler de mindset, mais c'est vrai On va dire état d'esprit. Ouais. c'est l'état d'esprit, tout à fait, c'est l'état d'esprit. Après, il y a des termes, effectivement, leadership, par exemple, leadership, c'est quelque chose qui a été francisé, en fait, le leadership. Ça ne se traduit pas vraiment
Il n'y a pas un mot français. Ça serait comment mener, Ouais, un comment, meneur. Un meneur, mais enfin, ouais, après, que ça soit en anglais ou en français, souvent ce qui va donner une orientation, c'est l'intention. C'est contexte plus intention, ça va permettre de donner une direction et un sens. Euh, donc voilà, c'est deux choses très importantes, deux outils supplémentaires. Finalement, peu importe le langage, si ton intention est claire et ton contexte l'est aussi. c'est ça. Et en fait, quand on parle de langage, hein, la clé, c'est les tournures de phrases. Et, moi, une des tournures de phrases que j'entends le plus souvent et qui est contre-productive, c'est par exemple le oui mais. Et quand Marco parlait un langage tourné vers le futur et vers les autres et pas centré sur soi, quand quelqu'un nous parle et qu'on répond tout de suite par oui mais, blablabla, euh, ça veut dire qu'on est en opposition. Donc on dit un non. Et plutôt qu'un oui mais, on va dire plutôt un non ou alors un oui et. Et souvent, on a vu des personnes littéralement se fighter, s'engueuler, alors qu'ils étaient d'accord sur le fond. Mais parce que les deux personnes, quand elles parlent, elles commencent leur phrase par oui mais, oui mais, oui mais. Et donc elles sont en opposition tout le temps. Et voilà, ça c'est juste des petits éléments de tournure de phrase, de langage qui font que la perception de la conversation va changer. Et si déjà on peut travailler là-dessus, on peut travailler sur ces petits éléments, et ben, je pense qu'on peut améliorer les qualités des conversations, des interactions, et donc le leadership, donc faire monter plus facilement les gens dans la responsabilisation, dans l'auto-organisation et donc dans l'agilité, quoi. Eh bien, merci à vous deux. Alors, on a une dernière question de Patrick. Enfin, je dis dernière. Une question plus récente de Patrick. Est-ce qu'il n'y a pas eu un début de mutinerie? Est-ce que l'histoire le raconte? Oui, et non, il n'y a pas eu du tout de début de mutinerie. Comme j'expliquais, c'est une résignation. C'est une résignation face au capitaine qui est surconfiant et qui est après dans le déni littéralement, quoi. Et en fait, les deux, après, les personnes parlent, même entre elles, les personnes finalement vont parler très très peu, quoi. Et chacun va avoir son avis, mais ils n'osent pas parler. Tout de suite, ouais, c'est la résignation. Et puis, il y a eu un travail de sape, entre guillemets, qui a été fait par le capitaine dans la journée. Donc, c'est difficile. C'est difficile pour eux de se mutiner. Ouais. Alors, on a Ling Ling qui a prolongé un peu, qui a précisé sa pensée à propos, donc, effectivement, de rejoindre une équipe existante et tous les travers qu'on peut avoir quand on rejoint une équipe qui a déjà pris des habitudes, qui a, et auprès de laquelle il faut parfois un petit peu désapprendre les choses, accepter de les remettre un peu en question, tout en gardant une approche bienveillante. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire concrètement dans le cas de Ling Ling? Faire preuve de curiosité, poser des questions, partager ses observations, faire des remarques, ne pas juger. Quand on arrive dans un contexte, qu'on accompagne, qu'on débute une mission, on ne sait pas comment on en est arrivé là. Par contre, ce qu'on sait, c'est que on veut que ça s'améliore, get better. Après, des fois, c'est vrai, les gens sont ancrés dans leurs croyances, dans leurs mécanismes, leurs routines. Et c'est difficile de changer cette routine-là. Par contre, le fait de la questionner, on va ouvrir le champ des possibles. Et ça aide. C'est un énorme levier. Il y a un outil qui est très sympa aussi, qui s'appelle l'échelle de leadership. Et justement, de l'auteur de ce livre, non, il en parlait dans un autre ouvrage, où en fait, on va, pour les gens qui disent, OK, ben non, je ne prends pas la décision, c'est toi le boss ou c'est toi le responsable, dis-moi quoi faire. Et en fait, l'idée, c'est de les faire progresser petit à petit, de s'ouvrir un petit peu plus à la discussion. Et la première question qu'on peut poser, c'est pas qu'as-tu l'intention de faire? C'est plutôt qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu vois sur cette situation? Qu'est-ce que tu as observé? Juste mettre la personne en position d'observateur. Qu'est-ce que tu observes et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Pour dire, bah voilà, qu'est-ce qu'elle elle peut raconter de ce qu'elle voit, de sa perception? Quelle est sa perception? Et après, embarquer, ok, bah maintenant que tu as vu ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses? Et après, qu'est-ce que tu aimerais faire? Peut-être que tu as des idées à partager. Mais parfois, les gens sont pas du tout enclins à partager leurs idées. Ils attendent tranquillement qu'on leur dise quoi faire, etc. Et en fait, il y a tout un chemin de questionnement
et de phrases à parler pour faire progresser les gens vers plus d'auto-organisation. Donc, l'échelle de leadership. Eh bien, merci beaucoup. Il n'y a pas eu de nouvelles questions sur le chat et ça tombe bien, il est 15h30 pétante. Donc, merci beaucoup à vous, Olivier et Marco. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et je vous laisse le petit mot de la fin. Eh bien, écoutez, peut-être que vous sauverez des vies. Voilà. Grâce à ces petits éléments de langage qu'on a donnés. Et on espère que ça sera utile et que ça vous sera utile. Yes, get better. Get better, exactement. Eh bien, merci à tous et bon après-midi. Bon après-midi. Merci.